Hop, allons-y. Du coup, un nouveau chapitre, qu'est-ce qu'on va y faire dans ce chapitre? Bah, en fait, on va y faire quelque chose de juste naturel. Ce qu'on a fait dans le chapitre d'avant, en fait, c'est vraiment, c'est le seul but un peu qui finit cette année, c'est que ce qu'on a fait dans le chapitre d'avant, on a pris des fonctions f qui allaient d'un intervalle i, donc entre guillemets inclus dans R, pour aller dans E, un espace vectoriel de dimension finie. Et on s'est posé la question, ça veut dire quoi pour une telle fonction d'être dérivable? C'est ça qu'on a fait. C'était vraiment pas très compliqué, vu comme on arrivait en dimension finie, c'était coordonnée par coordonnée. Là, la question qu'on va se poser dans ce chapitre, on va généraliser un tout petit peu ce qu'on a fait, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai une fonction f qui part de E dans f, avec là maintenant, j'ai deux espaces vectoriels de dimension finie. Ah, si j'ai quelque chose comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Est-ce que je peux parler? On sait déjà faire. On a déjà parlé de la continuité de ces applications-là. On a déjà fait les définitions. La question, c'est est-ce que je peux parler de dérivabilité? Est-ce que ça a du sens? Auquel sens ça peut avoir? Enfin, c'est ça la question qu'on va se poser. Oui. Ouais. Si vous avez du mal à voir, oui. Voilà. Euh, et là, on voit vraiment instantanément, si on se voit qu'on veut se poser la question, il y a un vrai problème qui arrive directement. Le vrai problème, c'est que donner une définition à ça, c'était puisque la fonction était d'une variable réelle, par exemple si je l'appelle t, cette variable, bah, c'était juste revenir à la définition que vous aviez dans R. C'est-à-dire c'était faire du f de t plus h moins f de t, le tout divisé par h, et voir la limite de ce truc-là. Le problème, c'est qu'ici, bah, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas diviser par un vecteur. Parce que du coup, en entrée, le h et le t et le h, enfin, ce sont des vecteurs. Donc ce quotient et cette dérivée par rapport à un quotient n'a pas de sens dans un espace, quand on part d'un espace vectoriel normé. Donc la définition de la dérivabilité, on ne peut pas la donner au même sens de ce qu'on, enfin, au sens habituel. Euh, donc il faut redéfinir ce concept de dérivabilité qui va plus s'appeler dérivabilité, qu'on va devoir appeler différenciabilité, euh, qui va nous expliquer comment les choses vont marcher. Euh, alors, globalement, pour faire simple, mais on va devoir créer des choses avant, parce que notamment, euh, on va vite s'en rendre compte, mais il y avait une autre caractérisation de la dérivabilité, et je vous l'avais même expliqué dans le dernier chapitre, c'est que ça, ok, mais qu'à chaque fois, on peut revenir à écrire plutôt, oula, que f de t plus h, c'est f de t plus hf' de t plus petit o de h. On peut faire un développement limité à l'ordre 1 et que le développement limité à l'ordre 1 caractérise la dérivabilité. C'est plutôt par là qu'on va passer, parce que quand j'écris quelque chose comme ça, j'ai pas besoin de faire de quotient. C'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière. Alors, la deuxième idée qu'il va y avoir dans ce chapitre, mais qui est un peu cachée à l'intérieur du chapitre, c'est qu'en fait, on ne va pas travailler, enfin 99,9% du temps, on ne va pas travailler de E dans F. Euh, Pourquoi? Bah parce que si les deux espaces sont d'infini, si E admet une base E1, En, si F admet une base F1, Fp, entre guillemets, euh, je renomme peut-être mon application G dans ce cas-là, vu que je viens de créer F1, Fp. C'est pas très très grave. Mais si j'ai une base au départ et à l'arrivée, je peux très bien créer une application bijective, je vais l'appeler phi-e, qui en fait a un vecteur de E, lui associe dans K puissance n bah, son vecteur coordonné, c'est-à-dire que si je prends un vecteur x, je lui associe le vecteur coordonné x1, xn dans la base. Non, peut-être je l'ai écrit K puissance n, donc je vais pas le mettre en colonne, je vais le mettre en ligne. Je lui associe x1, xn dans la base
E1, EN. Je peux créer une application phi-f qui est bijective aussi, qui a f, lui associe ses coordonnées dans k puissance n, et qui a un vecteur y, dans k puissance p, pardon, associe y1 jusqu'à yp dans la base f1, fp. Et en fait, je peux considérer, entre guillemets, la fonction dans ce cas-là g tilde, qui, elle, part de k puissance n pour aller dans k puissance p, et en fait, bah, c'est la version coordonnée par coordonnée de l'application g, c'est-à-dire que si je fais du zel, g tilde de x1, xn, c'est phi f rond g rond phi e moins 1. Et comme ça, je pars de k puissance n, j'arrive dans E, je repars dans F, je repars dans k puissance p. Mais en gros, travailler dans deux espaces de dimension finie, toutes les normes étant équivalentes et n'ayant pas de problème, ça revient à faire des fonctions de n variables arrivant dans un ensemble à p variables. Et indépendamment de l'espace dans lequel on est. Hein. C'est-à-dire que c'est travailler de r puissance 7 dans r puissance 4. Et à ce niveau-là, on va généraliser votre cours de l'année dernière. En fin d'année l'année dernière, vous avez fait des études de fin, des études, au sens de ce que vous avez pu faire, de fonctions de R2 normalement dans R, donc le programme de première année. Mais vous avez juste fait des fonctions de R2 dans R. Là, on va généraliser des fonctions de Rn dans Rp, en gros. Oui, Axel. Et ça marche aussi si on demande de C7 à... Oui, j'ai mis K. Enfin, c'est juste que globalement, on va plutôt travailler avec des fonctions de la variable réelle, encore une fois. Euh, c'est plutôt comme ça qu'on fait. Et parce qu'on va tout redéfinir par rapport à R, non, oui. Après, non, on va pas travailler dans R en fait, parce que C au final, c'est que R2. Enfin, au pire, en doublant le nombre de dimensions, la théorie reste vraie en restant dans R. Donc non, on va travailler dans R. Mais voilà pour l'idée de ce qu'on va faire. C'est un chapitre ultra théorique, encore une fois. Je vous ai mis plein de beaux dessins dans votre cours, qui n'ont pas été générés par moi, parce que je sais pas faire des beaux trucs comme ça. Il y a quand même une idée qui est pas mal pour arriver à comprendre ça, et c'est pour ça que votre chapitre de première année, c'est celui-là. C'est que les fonctions de R carré dans R, vous pouvez les tracer. Et il faut comprendre comment on trace une fonction de R carré dans R. Alors vous pouvez les tracer plutôt informatiquement, mais voilà ce que c'est qu'une fonction de R carré dans R, et on va bien comprendre ce qui se passe. Hop, je vais le tracer ici, et il faut vraiment... C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce genre de tracé pour arriver à... Alors c'est très très gros, hop, voilà. Faut comprendre ce genre de tracé. J'aurais voulu la dézoomer, mais c'est pas grave. Pour comprendre ce qui se passe. En gros, quand vous avez une fonction f qui va de R2 dans R, cette fonction, vous pouvez voir les coordonnées x, y ici dans R2, et en gros, vous tracez la fonction f, en fait, vous tracez la surface z est égal à f de x, y. C'est-à-dire que si vous mettez en abscisse x ici, et ici y, en ordonnée, vous pouvez mettre z qui est f de x, y. Et donc, à chaque couple de points du plan, à chaque point x, y, vous avez une unique ordonnée z qui va être définie ici. Donc, ça vous trace une surface, entre guillemets, ces fonctions-là. Et en fait, comprendre l'évolution de ces surfaces, c'est-à-dire réfléchir à ce qui peut arriver à ces surfaces, c'est globalement... Si vous connaissez vos fonctions de référence, et j'insiste sur le fait de connaître vos fonctions de référence et vos graphes de vos fonctions de référence, relativement intuitif. Alors relativement, il faut quand même raisonner avec des maths derrière. Mais qu'est-ce que je veux dire? Voilà, surtout quand c'est ce genre de choses-là. En fait, ce que je vous ai créé ici, c'est ce qu'on appelle une fonction à variable séparée. C'est-à-dire qu'en fait, mon f de x, y, je peux le voir comme un g de x fois h de y. En fait, il y a deux morceaux complètement séparés. Et vous connaissez vos tracés des deux fonctions de référence. C'est-à-dire que vous savez que x carré, ça fait ça. Et vous savez aussi que sinus x, enfin sinus y, ça oscille comme ça.
Alors, mais il y a des fois où le sinus est négatif, donc je vais en profiter pour tracer une autre courbe qui est moins x carré. Ben, qu'est-ce qui se passe? Bah, si vous regardez, par exemple, euh, quand je fais ce graphe-là, on remarque bien, alors c'est parce que j'ai dû couper mon graphe sur les bords, mais on remarque bien ici, dans ce sens-là, à plusieurs reprises, je vais le mettre comme ça, apparaître la fonction carré, on la revoit bien apparaître ici. On voit bien aussi apparaître ma fonction, en fait, enfin on le voit bien. Si vous regardez ici, vous avez qui apparaît là en bas, vous avez la fonction moins x carré qui apparaît ici. Et entre les deux, bah, ma courbe, elle oscille comme ça. Bah, donc, dans un sens, en fait, j'ai juste ma fonction carré qui guide dans ce sens-là ma trajectoire. Mais quand le sinus diminue, ma trajectoire devient de plus en plus plate vu que mon carré joue moins. Et d'un seul coup, quand le sinus devient négatif, ma fonction, ça multiplie la fonction carré par un terme négatif. Donc, ça envoie la fonction carré dans les négatifs comme ça. Puis ça augmente. Ça fait des oscillations comme ça de la fonction. On peut le comprendre. Je dis pas que c'est évident à voir dans l'espace, mais on peut comprendre qu'une fonction carré multiplié par un sinus, ça va faire en gros, un peu comme quand je vous trace ça dans R. Je vais faire une analogie avec autre chose, mais c'est un peu la même chose que je veux faire. Euh, Vous devez comprendre, et on attend ça de vous, le graphe de cette fonction-là. Si je vous trace la fonction f de x, c'est exponentielle moins x sinus x, par exemple, on s'attend à ce que vous vous dites, ah, un sinus, ça évolue entre moins 1 et 1. Là, ce que je vous trace, c'est la fonction exponentielle moins x. Là, ce que je vous trace, c'est la fonction moins exponentielle moins x. Bah, une fonction avec un sinus entre les deux, elle va faire ça. Elle va osciller des deux côtés et faire ça. C'est la généralisation de ce principe-là, mais en 2D, entre guillemets. Ah, oui, Ege. Dans maintenant, en fait, les axes ne sont pas inversés parce que quand x varie, on trouve pas les paraboles qui se produisent. On voit les paraboles quand y varie. Ça doit être l'inverse. Ah, je me suis peut-être inversé sur mes axes quand j'ai fait ma représentation graphique. Euh, C'est à x fixé à y qui varie qu'on obtient les paraboles. Ah oui, j'ai pas fait gaffe, mais il y a une inversion. Oui, je suis d'accord, il y a une inversion de x et de y. Et quand le x varie comme ça, c'est là où les oscillations en sinus apparaissent. Donc oui, non, il y a... Vous pouvez inverser sur mon graphe, ça c'est l'axe des x, et ça c'est l'axe des y, j'avais pas fait gaffe. Ah, complètement. Mais est-ce que vous comprenez bien l'idée de... enfin, on doit voir apparaître la parabole comme ça au pire, celle-là au pire dans l'autre sens, et entre les deux, ça doit varier continuellement pour passer de l'une à l'autre. Ah, bon, ça c'était un peu compliqué, on peut faire des choses plus simples, alors, ou alors des choses encore plus moches. Euh, je vous ai mis encore une fois un sinus d'exponentielle de x fois cos de ln de y pour vous montrer à quel point ça fait des choses horribles. Euh, mais il y a des choses beaucoup plus simples. Là, si je fais, entre guillemets, une parabole dans les deux sens, c'est-à-dire que je fais du x carré plus y carré, ben, si je tranche en x, j'ai une parabole. Si je tranche en y, j'ai une parabole. Et je fais qu'ajouter les deux comme ça crée une sorte de cône, en fait. Un cône infini qui arrête pas de monter. Mais voilà ce que fait ce genre de fonction. Et je vous ai fait une fonction un peu plus horrible sur la droite. Euh, En multipliant un cosinus par une exponentielle négative. Donc ça fait un truc qui oscille et qui s'aplatit. C'est la version 2D de votre sinus que j'ai tracé, exponentielle, que j'ai tracé juste avant. Mais je l'ai fait en x carré plus y carré, parce que au cas où si vous vous rappelez pas, x carré plus y carré, c'est le rayon du cercle. Donc comme ça, c'est symétrique dans toutes les directions. Ce qu'on voit bien sur le graphe qui est là-bas. Dans toutes les directions, ça fait des oscillations de la même façon. Bon, juste pour vous dire que je vais énormément, chaque fois que je vais vous expliquer les choses, faire des dessins de R2 dans R, parce que ça permet de faire du dessin et de comprendre un peu ce qui se passe. Et il faut comprendre ça sur ces nappes. Donc encore une fois, il faut imaginer un drap que vous déployez dans l'espace, quoi. C'est un peu ça qu'on doit comprendre pour les graphiques de fonctions. Ok. Bon bah allons-y. On va créer le cours maintenant, qui est pas si naturel que ça.
première chose, comme je vous l'ai dit, je peux pas dériver, je peux pas donner une notion de dérivée naturelle dans pour une fonction qui part d'un espace E pour arriver dans un espace F, parce que je peux pas faire le quotient de deux fonctions. Par contre, si je veux créer des quotients, je peux faire quelque chose. Alors c'est un peu particulier. Si x0 est un vecteur de E et si h est un vecteur de E, je peux créer l'application qui est celle-ci et qui n'est plus l'application f, hein, mais qui est une application réelle. Je peux créer la quantité qui est là, que je vais appeler gt. Pour le moment, tiens, je vais l'appeler de x0 et de h. Mais je vais créer f de x0 plus t fois h moins f de x0 divisé par t. J'aurais pas dû l'écrire comme ça, ma fonction, excusez-moi. Je voulais pas l'écrire. C'est plutôt dans l'autre sens que je voulais l'écrire. Je voulais l'écrire plutôt g qui dépend de x0 et de h, mais de t. Si je l'écris comme ça, la fonction g devient une fonction qui part de t, un intervalle i de r pour aller dans e, et on retombe dans le cadre de mon chapitre précédent, entre guillemets. Donc si je crée ma fonction comme ça, je peux voir que est-ce que cette fonction-là est dérivable, et si oui, il y a une limite. Alors, quelle va être cette limite-là au bord? C'est un peu compliqué en fait. C'est une limite qui a à voir avec la fonction f, qui est un peu comme liée à ce qu'on aimerait écrire, ce qu'on aimerait écrire entre guillemets, ce qui est faux, f' de x0, mais en fait ce f' de x0, il dépend aussi du choix de h que j'ai fait. Ma fonction, si je change de h, je change de fonction. Donc du coup, ma limite ici dépend aussi du h. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler dire que notre fonction va être dérivable en un vecteur. Donc le a, c'est l'équivalent de mon x0 dans mon exemple du G. Et ici, j'ai mis selon un vecteur v. Donc c'est l'équivalent de mon h, en fait. Donc si une fonction de la variable réelle est dérivable en 0, entre guillemets, parce que c'est ça qu'on veut faire, on va dire qu'il existe une dérivée selon le vecteur v de la fonction f en a. Ce qu'on note, une dérivée selon le vecteur v de la fonction f en a. Ça, c'est une définition générale que vous n'avez peut-être pas eue l'année dernière, je sais pas, j'ai pas été revoir votre cours de première année, mais qui a généré ce que vous avez fait l'année dernière. À chaque fois que vous avez dû dériver des fonctions de plusieurs variables, vous n'avez jamais calculé des dérivés, vous avez appelé ce que vous avez calculé, ce que vous avez appelé des dérivés partiels. Et les dérivés partiels, c'est faire des dérivés de R2 dans R selon un vecteur. C'est-à-dire que si je reprends votre cours avec une fonction f qui va de R2 dans R, qui a xy, je vais dire n'importe quoi, associe 2x cube y moins y de x, je mets n'importe quoi. Vous avez calculé une quantité que j'aime pas du tout, que vous avez appelée df sur dx. Et df sur dx en xy, alors vous l'avez, vous, dérivé comme ça. Si je dérive ça par rapport à x, et c'est logique, ça va me faire du 6x carré y moins y carré. Si vous calculez df sur dx. Mais c'est quoi df sur dx, en fait? C'est pour vous expliquer ça. Df sur dx, en fait, c'est la limite quand t tend vers 0 de, et vous l'avez défini comme ça, hein, de f de x plus t y moins f de xy, le tout divisé par t. C'est comme ça que vous l'avez défini. Je remonte à moi ce que j'ai fait. Je vous l'écris comme ça, moi. Et c'est juste pour vous dire que c'est la même chose. Ceci, c'est la même chose que faire f de xy plus t fois le vecteur 1, 0, moins f de xy sur t. Donc, cette notion de dérivée partielle, pour moi, c'est la même chose que la notion de dérivée de f en xy, mais pour le vecteur 1, 0, qui est le premier vecteur de base. Et vous avez fait la même chose avec le vecteur 0, 1, qui est le deuxième vecteur de base. En fait, vos dérivées partielles, ce sont les dérivées selon quel vecteur? Des vecteurs particuliers qui sont tous les vecteurs de base de la base canonique. Mais on va revenir aux dérivées partielles. C'est juste pour faire le lien entre cette définition qui a l'air un peu... Oui, je me sers du chapitre précédent, mais à quoi elle sert pour qu'on fait une dérivée selon tout vecteur? On peut la définir selon tout vecteur. On va surtout s'en servir
pour les dérivés partiels derrière. Oui, alors ça je ne l'ai pas précisé, maintenant il faut que je le précise un peu plus, il faut que je remonte là-haut. Alors je vous ai expliqué cette partie-là. Je vous ai expliqué cette partie-là qui dit qu'on va se placer dans un espace EF, mais au final, on peut changer les coordonnées, et donc du coup, on va plutôt partir de K puissance P dans K puissance Q. Mais ça, c'est important. Alors, c'est important et on va le trahir assez vite, hein. Mais dans tout le chapitre, on considère que, parce que les fonctions ne sont pas forcément définies partout. Déjà l'année dernière, vous avez vu des fonctions qui ne sont pas définies en 0,0 pour des fonctions de R2 dans R. Donc les fonctions ne sont pas forcément définies sur tout l'espace vectoriel E. Pour avoir le droit de faire de la dérivabilité, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir dire que je me place dans oméga un ouvert de E. Pourquoi ça? Bah justement, quand je veux faire cette limite qui est là, non, je suis dans mon poly, pardon. Quand je veux faire cette limite, par exemple, qui est là, quand je veux définir cette limite-là, bah, j'ai pas le choix, je dois pouvoir calculer f de x0 plus th quand t est petit. Donc je dois pouvoir calculer une variante de ma fonction f quand je fais varier selon n'importe quelle direction, n'importe quel vecteur, un point autour de x0. Ben, j'ai pas le choix. Si je veux pouvoir calculer cette fonction-là, il faut que sur une petite boule autour de x0, ma fonction soit définie. C'est le principe d'un ouvert, de dire qu'en chacun de ces points, je peux créer une petite boule autour dans lequel je vais pouvoir calculer les choses. Donc on va définir cette fonction sur un ouvert, mais on va voir que le programme ne s'arrête pas là. Même si, enfin si, le programme s'arrête là, mais vos exos, ils s'encombrent pas trop avec ça. On peut se placer sur des compacts, on peut se placer sur plein d'autres choses, enfin voilà. Mais tout notre cours, toute notre théorie va se placer dans les ouverts. Ok. Donc j'ai ma dérivée selon un vecteur. C'est ce que je viens de vous expliquer. On a la notion de dérivée partielle. Ce qu'on va appeler la dérivée partielle, c'est que si x est de coordonnées x1, xp, l'application qui, quand je fixe tout le reste, en gros, je fixe toutes mes variables x1, xp et je ne fais varier qu'une seule variable, ceci c'est une fonction, dans ce cas-là, la fonction g, j'aurais pas dû l'appeler g, j'aurais dû l'appeler gi en fait. La fonction gi, qui en fait ne fait varier que la im coordonnée à l'arrivée, ceci est encore une fois une fonction de i dans f. Si cette fonction est classe C1 au voisinage du point AI, ce qui est la définition du chapitre précédent, alors ce qu'on va dire, c'est que f admet une dérivée partielle selon la im coordonnée. dfi en a, c'est g' de AI. Et ça, c'est bien la dérivée de f en a selon la im coordonnée. Donc je mets des zéros partout. Je mets un 1 en im coordonnée, je mets des zéros derrière. C'est la même chose. Donc ce qu'on appelle les dérivées partielles, c'est ce principe-là. C'est quand je fixe tout le reste et que je fais varier une seule coordonnée. C'est un cas particulier de mes dérivées vectorielles. Alors, j'insiste, ici j'ai une notation qui pour moi est relativement importante. Vous allez plutôt me voir noter ça, même si au final dans les sujets, j'aime pas trop. Dans les sujets, ils vous font utiliser les notations en df sur dy, df sur dx. Alors que pourtant, elles portent à confusion. Mais que dans un cas où on veut vous embêter. Donc ça n'arrivera pas clairement à E3A CCINP, mais j'ai déjà vu des exos de... Je crois que c'est de Minpon. Je sais pas si à Centrale ils vous embêtent avec ça. Où on commence à vous embêter sur les notations, à vous les faire comprendre. En gros, ce que je note là, et ce que j'aurais pu noter là pour cet exemple-là, c'est pas le noter comme ça et noter ça comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est la dérivée de f par rapport à la première variable. C'est ça que ça veut dire. J'aurais pu calculer ce que vous appelez df sur dy de xy. Ça aurait été la dérivée par rapport à la deuxième variable de f en xy. Alors, par rapport à ma fonction qui est là-haut, si je dérive par rapport à y, ça m'aurait fait du 2x³ moins 2yx. Ok. Bah moi, je préfère cette notation-là à cette notation-là.
Donc celle-là me paraît mieux que celle-là pour une raison simple. Je vais vous tordre l'esprit, mais il faut le faire. Je vous redonne une autre fonction. F de xy, c'est justement, bah tiens, reprenons exponentielle moins x sinus y. Et maintenant, je vous demande ça. df sur dy, mais pris en yx. C'est quoi la bonne valeur? Ahmed? Bah justement, la notation qui est écrite là, non, ne veut pas dire ça, et c'est ça qui est tordu. C'est on sépare. Là, on dit, quand on note ça, le but c'est de dire, je dérive f par rapport à la deuxième variable, et ensuite je la prends au point yx. Donc, moi j'aurais préféré ceci. Il y avait... Alors, il va dire, il y a aussi une ambiguïté, mais moi je la préfère, c'est-à-dire, je dois dériver f par rapport à la deuxième variable, et je la prends au point yx. Donc, en gros, j'aurais calculé ici df sur dy de xy, la dérivée classique que vous maîtrisez, qui vous aurait fait du coup du exponentiel moins x cos y. Et là, maintenant, j'aurais injecté les variables y et x. Pardon, bah, j'allais le faire et j'allais écrire à l'envers, ce qui me fait du ceci. Donc attention à cette variable df sur dy, elle ne veut pas forcément dire à 100% du temps dériver par rapport à y, elle veut dire quand mon vecteur s'écrit x, y, z, je dérive par rapport à la deuxième variable. Du moment que vous ne vous trompez pas, il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas forcément dérivé par rapport à y si vous la prenez au point yx. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe à ça, on le verra, ce qu'on appellera la règle de la chaîne. Et en gros, il y a une règle de composé qui arrive derrière. Mais il faut faire gaffe au choix des variables que vous me... Enfin, si les variables derrière sont pas pile x et y, c'est pas forcément dérivé par rapport à la variable y. En fait, ça peut être plus compliqué que ça. Oui, Ege. Juste dériver par rapport à y, et s'il y a un inversement au niveau de yx ou xy, ben on juste change les variables dans le dérivé qu'on a obtenu. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que oui, je me demandais si tu me disais, mais non, c'est ce que j'ai dit, oui. Tu ne peux absolument pas écrire En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est absolument pas la même chose qu'écrire f de yx et maintenant de dériver par rapport à y. C'est pas bon du tout et ce serait pas ça que ça veut dire. Parce que là, j'aurais un moins exponentiel moins y qui traînerait dans mes calculs, qui n'est pas dans ma dérivée finale au final. Donc attention à ça. Donc c'est ce que je vous ai mis après dans le poly. Moi, je suis pas très fan. Attention, le df sur dy au lieu de d2 est trompeuse. Elle ne désigne pas la dérivée par rapport à y, mais la dérivée par rapport à la seconde variable. Alors, je vous ai mis un autre exemple. Mais voilà. Alors, hop. On va faire un premier exo pour voir que ces notions de dérivée partielle, c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux dire par c'est pas ce qu'on veut? On a un réflexe qu'on avait et qu'on a encore dans le dernier chapitre. Toute fonction dérivable est forcément continue. Parce que pour toute fonction dérivable, comme je l'ai dit, par exemple, si je veux un développement limité à l'ordre 1, si j'ai un développement limité à l'ordre 1, j'ai forcément une limite en f. Si il suffit que je fasse tendre ma variable h de mon développement limité vers 0, j'aurai une limite à ma quantité. Ici, c'est ce qu'on va voir à travers cet exercice. C'est que je vous donne une fonction qui va de R2 dans R. Encore une fois, c'est nos exemples. Alors, elle va pas de R2 dans R tout à fait. Faut qu'on en parle. Enfin, faut qu'on en parle. Mais la fonction f qui est là, elle est définie sur R2
privé, en fait, de... Comment je le note? Pardon. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. J'allais noter 0 croix R, mais c'est pas une notation. Enfin, si, je peux le noter comme ça. Cette fonction, elle est privée, c'est R2 tout entier, sauf que je peux pas avoir X qui vaut 0. Donc, on est d'accord, si je fais un dessin juste pour l'espace de départ, ce que j'appelle R2 privé de 0 croix R, là, c'est R2 privé de cette droite-là. Cette droite-là qui est clairement infermée. Parce que, tout simplement, si je prends une suite qui a pour première coordonnée 0... Non, j'ai fait Y égale 0, excusez-moi. C'est X qui doit pas valoir 0. Je prive de cette droite-là. Si je fais une suite qui a pour coordonnée, toute coordonnée X est égale à 0, sa limite sera encore de coordonnée X est égale à 0. Donc, cet ensemble est infermé. Donc cette fonction est définie partout sauf sur ça. Donc elle est définie sur le complémentaire d'un fermé. Donc elle est définie sur un ouvert. Donc je suis bien dans le cadre de mon chapitre. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est que cette fonction va admettre des dérivées selon tout vecteur, mais n'y est pas continue. Alors la non-continuité, c'est à peu près évident. C'est à peu près toujours la même chose. Comment vous montrerez que cette fonction n'est pas continue en 0? En 0, 0. Elle n'est pas prolongeable par continuité, on ne peut pas la prolonger par continuité. Axel? S'il n'est pas pour la continuité, sa limite ne tend pas vers un réel. Euh, Alors déjà, premier problème qu'il peut y avoir, c'est qu'elle peut ne pas avoir de limite, mais ça va pas être le cas ici. Elle va avoir une limite, mais justement, alors, en fait, c'est ça le truc aussi qu'il va falloir comprendre sur les fonctions de plusieurs variables. Vous pouvez faire varier plein de trucs. Donc du coup, obtenir une limite, c'est super contraignant, parce que vous pouvez faire varier des choses à des vitesses différentes. Du coup, chaque fois que vous allez vouloir aller vers un point, notamment le point 0, 0, un conseil que j'ai pour vous, c'est de remplacer x et y par la même variable, mais qui ne va pas à la même vitesse. Alors, qu'est-ce que j'essaye de vous expliquer? C'est que souvent, si vous êtes dans le doute et vous ne savez pas à quoi répondre, la question serait ouverte, est-ce qu'elle est continue en 0? Ben, ce qu'il faudrait faire, c'est faire ça. C'est-à-dire que je vais remplacer x par une variable t qui va aussi tendre vers 0, mais comme un t puissance a. Je ne sais pas ce que vaut a, on va faire varier selon les valeurs de a, et l'autre va varier comme un t puissance b. Et ce qu'on va voir, c'est que si les calculs m'amènent à des choses, je vais pouvoir dire, ah oui, mais si là a est beaucoup plus grand que b, par exemple, je peux arriver à une limite de autant. Si b est beaucoup plus grand que 1, je peux arriver à une limite de autant. Bah, si les limites sont pas les mêmes dans les différents cas, c'est qu'il n'y a pas de limite au final. Enfin, et donc, c'est ce qu'on va voir pour voir qu'il n'y a pas continuité. Si j'écris ça ici, ça va devenir du t puissance 2b fois ln de valeur absolue de t puissance a. Ça, je peux le réécrire comme par propriété du ln comme a fois t puissance 2b fois ln de valeur absolue de t. Alors, ça n'a pas marché mon truc, tiens, c'est marrant. Pour une fois, ça marche pas de faire ça. Parce que là, si je prends juste A et B positifs, parce que je veux A et B positifs pour tendre vers 0, 0, je vois pas de problème de continuité, vu que par croissance comparée, j'ai forcément cette horreur qui tend vers 0. Si je prends A et B strictement positifs, ça suffit pas de prendre ça. Faut que j'aille plus vite, beaucoup plus vite pour le Y, faut que j'aille en exponentielle. Bah non, je tends vers 0. Si je prends une exponentielle moins l'infini, non. C'est dans l'autre sens. Faut que je prenne une exponentielle pour le x. Si je veux la faire exploser.
Oui, excusez-moi, bah, vous voyez. Alors, je vous le dis, c'est souvent ça qui va marcher, c'est juste comparer deux vitesses de puissance. Mais ici, ça va pas assez vite, parce que ça, quoi qu'il arrive, ça tend quand t tend vers 0 vers 0 par croissance comparée. Donc, j'ai pas été assez vite. Par contre, si je fais ça, alors je veux une variable qui tend, je vais faire tendre mon exponentielle vers 0. Donc, je veux qu'elle aille vers moins l'infini. Oui, ouais. On peut pas juste dire que si x tend vers 0, ln de x tend vers plus l'infini. Ah, mais je veux tendre vers 0, 0. Mon y aussi tend vers 0. Oui, mais si on prend x et y, et qu'on fait d'abord tendre x vers moins l'infini, on À arrivera. y fixé, non, tu dois faire tendre. Tu peux pas faire une limite à x fixé, à y fixé quand les deux tendent vers 0. J'exagère, mais je veux me rapprocher de ce point-là. Je le fais à l'envers, je veux me rapprocher de ce point-là. En gros, quel que soit le epsilon que je mets petit ici, quand je veux me rapprocher de ce point-là, je vais rentrer dans cette petite boule autour de ce point-là de rayon epsilon. Donc je dois faire tendre x et y en même temps vers 0. Si on le fait comme à la même vitesse, on sait que le. Bah, par croissance comparée, ça tend vers 0, c'est ce que je viens de vous montrer. Si on les fait tendre à la même vitesse, c'est sûr et certain, si tu remplaces x et y par t, donc c'est-à-dire si tu essayes d'approcher, selon ce qu'on appelle la première bisectrice, tu essayes d'approcher par cette droite-là, dans cette direction-là de 0, 0, la limite de ma fonction, c'est 0. Le carré, ça va plus vite que l'exponentielle. Attends, oh, par croissance comparée, ouais, mais on tend vers quoi, là, Julien? T, il tend vers 0, là. Donc 0 fois l'infini, mais croissance comparée, la puissance, elle l'emporte sur le ln, quand même. Vous voyez? Il faudrait plutôt avoir y en exponentielle pour que ça tombe vers 1 quand on s'approche de 0. Et alors le ln de x. Mais attention, c'est la variable y qui doit tendre vers 0. C'est à quelle vitesse je la fais tendre vers 0. Donc je veux une variable qui tende vers 0, c'est pour ça que je parlais, à vitesse exponentielle. Alors, si je remplace et que je fais ça, f de... alors c'est quoi qui doit tendre? Si je fais... alors il faut que je tende vers 0 aussi, c'est le problème. C'est que là, si je fais tendre t, ça va pas tendre vers 0. Donc si je fais ça... Alors, si je fais ça... si je fais juste ça, avec t qui tend vers 0 par t par valeur strictement positive. Dans ce cas-là, j'ai bien ceci qui tend vers 0, j'ai bien ceci qui tend vers 0. Oui. Donc j'ai bien ma fonction qui tend vers 0, 0, et si je la calcule, maintenant, ça me fait du t carré fois ln de exponentielle moins 1 sur t, sachant que cette valeur absolue est strictement positive. Ah, bah j'ai pas été assez vite. Vous voyez, j'aurais dû mettre... Je vais reprendre mon 1 sur t puissance a et mon t puissance b, et là on a gagné. Avec a et b strictement positifs. Parce que là maintenant, ça vient du t puissance 2b. Là, ça me vient du 1 sur 1 moins t puissance a. Et ceci, du coup, ça va me faire du moins t puissance 2b sur t puissance a. Parce que l'exponentielle est strictement positive. Et maintenant, j'ai une comparaison de vitesse et je vais pouvoir m'en sortir. Alors, je me rappelais plus que mon premier exo était si compliqué que ça, mais en gros, ça fait du moins t puissance 2b moins a. Et là, maintenant, ma limite va dépendre de mes paramètres. C'est-à-dire que je sais que ceci tend quand t tend vers 0. C'est ce qu'on faisait quand on faisait des limites. Je sais que ceci tend vers 0 si 2b moins a est strictement positif. Je sais que ça tend vers 1 si 2b moins a est égal à 0. Et je sais que ça va tendre vers, alors comme il y a un moins devant, vers moins l'infini.
si 2b moins a est strictement négatif. Du coup, j'ai pas une seule limite possible. Donc, du coup, il n'y a pas de limite, donc cette fonction n'est pas continue en 0. Alors, ça me permet de rappeler quelque chose que je n'avais pas pensé à rappeler, mais je l'avais fait en début d'année pendant 3 semaines de révision. On avait fait un exo, c'est un exo de CCNP, il est plus loin, je vous en reparlerai quand on tombera dessus. On le refera pas hein, parce qu'on l'a fait en début d'année. Mais il y a un exo de CCNP de fonction de variable qu'on avait fait où je vous avais justement réexpliqué que la continuité dans R2, de R2 dans R, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on voulait parce que justement, la continuité dans R2, c'est pas approcher comme ça, 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 c'est approcher n'importe comment, donc on peut complètement approcher de 0 en faisant ça. Donc du coup, comme on peut approcher de 0 par n'importe quel chemin, en plus là j'ai fait une spirale, mais je pourrais aussi très bien faire n'importe quoi comme un vol de mouche, j'exagère au milieu dans la boule. Euh, Ça doit avoir la même limite, quel que soit le chemin que je prends. Et c'est beaucoup plus dur d'ailleurs de prouver de la continuité que de prouver de la non-continuité. Là, qu'est-ce qu'on a fait pour prouver de la non-continuité? J'ai juste dû trouver la bonne combinaison de variables qui fait que j'obtiens pas 2 fois la même limite. Euh, Du moment que vous arrivez à me trouver ça, et c'est pour ça que j'aime bien revenir à des puissances. Ici, le ln faisait qu'il fallait passer par une exponentielle entre deux, mais en gros, mon but, ça va toujours être de retomber sur une puissance comme ça, qui dépend de paramètres. Et du coup, selon les jeux de paramètres que je vais prendre, je vais dire, bah, si maintenant je pose b égale 1, a égale 1, bah, la limite, ça fait 0, mais si maintenant je pose b égale 1 et a égale 100, ah, bah, ma limite fait moins l'infini. Bon, bah, du coup, c'est pas possible, elle n'est pas continue, cette fonction. Oui, Axel? Est-ce qu'on aurait pu prendre comme valeur dans f exponentielle moins 1 sur t, mais pour les deux? Pour ici, là, qui sera un chiffre. Bah, ça tendait vers 0. Par croissance comparée, vu qu'il reste une exponentielle à la fin. Enfin, c'est le même problème. En fait, c'est le même problème. Tu compares deux fonctions de la même vitesse. C'est ce que j'ai fait en faisant du TAETB. Donc non, ça change strictement rien à la méthode. Alors, j'ai juste montré que cette fonction n'est pas continue en 0. Par contre, c'est le but de l'exo aussi. On peut voir qu'elle va admettre des dérivées selon tout vecteur en 0, 0. Alors pour ça, on va juste faire des calculs de taux d'accroissement, mais on va s'en rendre compte. Si je fais... Oui, Aigué. Justement, dans une fonction comme ça, comment est-ce qu'on dessinerait la nappe? Parce que dans R, c'est facile, il y a un point de discontinuité, mais ici, dans R carré, d'une certaine direction, ça marche bien, d'une certaine direction, ça explose. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut représenter ça? Mais c'est juste qu'en fait, tu peux... Enfin, t'aurais un angle à ta nappe. D'une certaine façon. Si j'essaie de le faire, j'ai pas de logiciel là pour le faire. Je peux peut-être essayer de la tracer pour cet après-midi et avoir un beau truc. Je vais essayer d'y penser tout à l'heure. Mais sinon, en gros, ce qui va se passer près de 0, 0 alors. Avec mes qualités de dessin, en plus avec la tablette graphique, ça va être magnifique. Vous vous rendez pas compte. Mais en gros, dans une certaine direction, il faut que je trace une surface. Une certaine direction, en fait, ta nappe va exploser. Donc, comment je trace ça? Je veux dire n'importe quoi. C'est pas forcément le tracé de celle-là, mais bah, ça fait une nappe discontinue, en fait. D'un côté, la nappe, par exemple, dans une direction, va tendre vers 0. Donc, je vais essayer de faire une nappe comment? Euh, Ici, donc un truc voilà, qui oscille. Donc dans toute cette direction-là, il y a une nappe à peu près plate, on va dire. C'est pas ça qui se passe pour la fonction, mais c'est juste pour dire il se passerait ça dans cette direction-là. Donc du moment que je suis dans toutes ces directions-là, quel que soit le chemin que je passe, je vais tendre vers 0, 0. C'est ma limite, enfin je vais tendre vers 0. C'est ma limite de ce qui va se passer. Et dans les autres directions, par exemple, je vais tendre vers moins l'infini. Donc ce qui veut dire que dans le carré qui est là, alors je vais essayer de tracer, mais j'ai une nappe qui fait un truc comme ça.
J'essaye de faire tendre ma nappe comme ça vers l'infini, comme ça, dans les deux directions, dans mon carré. Sur les bords de mes axes, c'est comme si ma nappe faisait ça. J'ai une question. Sinon, en fait, les directions de continuité et des non-continuités peuvent être infinitésimalement proches les unes des autres. Donc, peut-être comment est-ce qu'on sait qu'il y a une direction qui ne marche pas parmi l'endroit où vous avez marqué, ou ça est continu. Je comprends pas vraiment ta question. C'est au cas par cas, c'est-à-dire que soit tu vas réussir à faire une preuve que dans toute direction il n'y a pas de problème, soit c'est à toi en gros, c'est ce qu'on a fait en faisant varier les puissances, d'exhiber la direction qui pose problème. Là, la direction qui pose problème, elle n'est pas selon un axe. Le tracé que j'ai fait représente pas l'exemple. Elle n'est pas selon un axe. Elle est quand je prends un chemin où dans un sens je décroît exponentiellement et de l'autre je décroît comme un polynôme. Donc en gros, ça voudrait dire que cette fonction, quand je prends un axe ou en gros, alors je retrace en dessous, mais pour montrer, sans mes courbes horribles. Mais si j'essaye de tendre dans le plan, c'est-à-dire que je peux oublier les abscisses. Je fais tendre mes points d'entrée là-dedans, dans ce plan-là, vers le point 0, 0. Donc j'essaye d'atteindre ce point-là. Mais je fais décroître x exponentiellement plus vite que y. Donc si c'est x qui décroît exponentiellement plus vite que y, si je fais des courbes qui vont... Alors si ça c'est mon accent x, et si ça c'est mon accent y, si j'essaye d'approcher 0, 0 comme ça, près de l'axe des x, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, c'est-à-dire que x va beaucoup plus vite vers 0 que y, alors ma fonction va exploser là. Et dans les autres directions, elle va avoir une limite de 0. Alors, il y a un cas particulier où quand j'approche comme la fonction carrée, ça fait 1. Il y a un cas particulier où si en gros ma décroissance c'est juste la fonction carrée, qui est beaucoup moins rapide qu'une exponentielle, la limite va faire 1. Là, ça va faire l'infini. Et sinon, partout ailleurs, par tout autre chemin, ça va faire 0, 0. C'est pas une preuve, hein, mais c'est l'explication un peu de ce qui se passe ici. Ça va mieux avec ce truc-là en plus? Donc on a vu que cette fonction n'est pas continue en 0, 0. On peut montrer sans trop de difficulté qu'elle admet des dérivées selon tout vecteur. Alors on va le faire, c'est juste un calcul de taux d'accroissement, juste pour vous l'avoir fait une fois. Si je fais f de x plus a, virgule y plus b, moins f... Pardon, il faut que je fasse du TA et du TB. Sinon, je ne fais pas ma dérivée selon tout vecteur. Je reprends. Je vais peut-être l'écrire proprement. Je fais en fait du f de xy plus t fois AB moins f de xy, le tout divisé par t. Ceci. Donc ça me fait faire c'est ce que j'étais en train d'écrire, f de x plus ta, y plus tb, moins f de xy, le tout divisé par t. Avec x bien sûr différent de 0 pour que j'ai le droit de calculer ma fonction. Donc ça va me faire quoi? Ça va me faire du y plus tb, le tout au carré, facteur de ln de valeur absolue de x plus ta, moins y carré ln x, le tout divisé par t. Alors, je vais continuer mes calculs un peu, mais enfin, vous n'êtes pas obligé de noter, c'est juste pour vous montrer que ça marche bien. Hein. Si je développe ça, ça va me faire du y carré plus 2ty b plus t carré b carré. À l'intérieur du ln, je vais factoriser par la valeur absolue de x. Ça, c'est à l'intérieur de mon ln. Le tout divisé par t. Maintenant, je vais transformer que le ln d'un produit. Ce que je vais utiliser ici, c'est que ln de AB, ça fait ln de A plus ln de B. Je vais juste vous montrer, ça me fait apparaître deux termes en fait. Quand je vais utiliser cette propriété-là, si je mélange le premier terme que j'ai ici avec le premier terme que je vais sortir de ce ln, je vais pouvoir le compenser avec le terme de derrière. C'est-à-dire que je vais faire apparaître un terme en y carré ln x
Et derrière, j'avais du moins y carré lnx. Donc ces deux termes-là qui ne contenaient pas de terme en t vont se simplifier. Du coup, maintenant, je ne vais avoir derrière que des termes en t. Alors, en t comment? Soit je vais avoir des termes comme ça, je vais l'écrire directement, plus. Je vais avoir un terme en 2tyb plus t carré b carré. Et derrière, je m'en fiche, je peux mettre tous mes ln. Ça va être géré. Soit je vais avoir un seul terme qui traîne, qui est un peu tordu, qui est celui-ci, qui est comme ça, qui est en ln, mais j'ai déjà enlevé la partie en x, donc il ne me reste plus que le ln de 1 plus ta sur x. Et tout ça, je vais aller le diviser par t. Ben, qu'est-ce que j'ai gagné? Ici, j'ai des polynômes. Donc ici, je vais pouvoir simplifier tout simplement mes polynômes et passer à la limite. J'ai des polynômes en t ici. Ici, quand je fais tendre t vers 0, ça tend vers ln de 1, cette chose-là, ça tend vers 0. Donc ça ne va pas me gêner. Par contre, ici, il y a un autre truc qui se passe pour le deuxième terme qu'il faut que je gère. Mais je vais l'écrire à part. Donc ce calcul-là va me faire, si je divise par t, ça va me faire du 2yb plus tb carré pour le moment, fois... Je réécris tout, mais ça va tendre très facilement ce truc-là. Et l'autre terme, ça va me faire ça. Bon, ceci, ça tend clairement vers 2yb. Ceci, ça tend... J'ai oublié ma valeur absolue. Elle a disparu entre cette ligne-là et cette ligne-là. Il y a une valeur absolue pour le x. Ce truc-là, ça va tendre, quand t tend vers 0 à chaque fois, quand t tend vers 0 vers ln de valeur absolue de x. Et ici, il y a une subtilité. Ça, c'est un taux d'accroissement d'une certaine fonction, en fait. Ça, c'est le taux d'accroissement d'une certaine fonction. Donc ça tend quand t tend vers 0. Je vais appeler ça... je vais vers g' de 0. Il faut que je vous explique. Ou g' fois y carré. Enfin, il y a y carré fois. Ou g' de t, ou g de t, pardon, pas g' de t, g de t, c'est la fonction ln de 1 plus ta sur x. Ça, en fait, je peux le voir comme ln de ta sur x moins ln de 1 sur t. Donc ça devient bien l'accroissement de la fonction g près de 1. Ou de la fonction g en 0. Pardon. Enfin, du ln près de 1 ou de la fonction g en 0. Du coup, ça, le g' de 0, il faut juste le calculer. La dérivée de ça, ça va me faire du... il faut que je calcule, pour pas dire de bêtises trop vite. G' de t, ça me fait du a sur x, le tout divisé par 1 plus ta sur x. Donc g' de 0, c'est bien ce que je pensais, ça me fait du a sur x. Je sais pas pourquoi j'allais penser que j'allais dire une bêtise. Et du coup, au final, tout ça tend quand t tend vers 0, vers 2yb ln x plus y carré a sur x. Donc dans tous les cas, j'ai une dérivée selon tous les vecteurs, même en tous les points en fait. J'aurais dû le faire en 0, 0. J'aurais peut-être dû le faire en 0, 0, ça aurait simplifié les choses. J'ai une dérivée selon tous les vecteurs. Donc je peux dériver selon n'importe quel vecteur en n'importe quel point, mais j'ai pas continuité. Donc ça veut dire que cette notion de dérivée partielle, ou dérivée partielle pour vous, parce que ça va revenir aux dérivées partielles après, ou cette dérivée vectorielle que je vous ai introduite, ne contient pas toute l'information qu'on veut pour pouvoir dériver au sens de ce qu'on faisait dans les autres chapitres, c'est-à-dire avec notamment la propriété que dérivable implique continu. Du coup, il faut aller plus loin.
Du coup, on va devoir définir d'autres concepts. Alors, on va introduire la notion de développement limité de façon propre maintenant et de ce qu'on va appeler la différentielle d'une implication. Et donc, ce qu'on va appeler après la différenciabilité d'une application, qui va revenir à la notion de dérivée. Première chose, c'est je vous l'avais pas fait dans le chapitre vu que je pouvais m'en dédouaner dans l'autre chapitre. Mais là, maintenant, j'ai plus le choix. Je dois vous dire ce que c'est qu'un petit taux de h puissance k quand h est un vecteur. Alors, ça va être quoi un petit taux de h puissance k c'est une fonction f qui prend en entrée ce vecteur h et où là je mets toute ma fonction, c'est là où je mets ma fonction vectorielle. Et cette fonction-là, je peux la multiplier par la... Alors, il faut que je sache que cette fonction vectorielle tend vers 0. Et tout ça, je vais le multiplier par la norme dans E du vecteur h à la puissance k. Donc, du moment que ma fonction peut s'écrire comme... Je mets la norme de h à la puissance k en facteur, qui est un réel. Donc, j'ai le droit de factoriser par un réel. Il n'y a pas de souci là-dedans. Un réel non nul quand h est non nul. Et si derrière, la fonction que je crée est une fonction qui tend vers le vecteur nul, alors j'ai créé un petit taux. Comme je ne peux pas faire des petits taux vectoriels, je ne peux pas faire un h puissance k. En fait, c'est la norme de h que je mets à la puissance k. C'est ça un petit taux de h, entre guillemets, là-dedans. Alors pourquoi la puissance k là, alors que derrière, je fais un développement limité à l'ordre 1? Parce qu'on va devoir faire des développements limités à l'ordre 2 quand on va parler des dérivées d'ordre 2 plus tard. On n'ira pas plus loin que les dérivées d'ordre 2, mais on aura besoin des dérivées d'ordre 2. Donc, on va dire, maintenant que je sais ce que c'est qu'un petit taux, on va dire qu'une fonction est différenciable en un point A, donc en un vecteur A de oméga ici, si et seulement si je peux trouver une application linéaire telle que f de A plus h, ça s'écrit f de A plus u de h plus un petit taux de h. Donc, ce que j'ai réécrit ici. Sauf qu'il y a anguille sous roche quand je mets ça. Je vais le réécrire de direct, mais c'est la théorie, c'est que pour la compreniez. Je me donne d'abord f, une fonction de oméga. Je me donne ensuite a dans oméga et je veux dire que f est différenciable dans a. De quoi dépend u? Axel? Non, je vais aller le prendre, et c'est même pas un réel, c'est un vecteur. Mais non, je vais la prendre en un vecteur, mais quand je vais faire l'accroissement, dès que je vais poser ici mon h pour faire mon accroissement, je sais que je vais prendre u de h. L'application, elle dépend forcément de a, hein, vu que je choisis a avant de parler de développement limité. Donc là, juste pour vous le dire, on aurait pu noter ua de x. Et cette application linéaire, elle dépend de a. Donc c'est pour... Alors, on va voir la preuve derrière, mais dans ce cas, s'il y a une telle application linéaire qui existe, en fait, on peut prouver qu'elle est unique. Et justement, on l'appelle DFA. C'est la différentielle de f en a. Et donc, la bonne dérivation des fonctions vectorielles, c'est de créer une application linéaire. La dérivée, en gros, c'est une application linéaire qui crée ça. Donc, l'application DFA, c'est l'application linéaire. Donc, c'est celle-là qu'on va prendre en un point H. J'en reparle très vite. Je ne l'ai pas fait là dans la définition. Si je l'ai refait juste là, pardon, je n'avais pas vu que je l'avais refait à côté. Si je reprends mes notations que je vous ai données dans le chapitre sur les équations différentielles vectorielles dont on a parlé hier, quand on appliquait une application linéaire qui s'appelait dans l'autre chapitre a de t et qu'on l'appliquait au vecteur x derrière, on le notait parfois comme ça. Le point voulait dire je prends l'application a de t au point x de t. C'est la même chose ici quand je note comme ça. C'est-à-dire que l'application linéaire dfa, df pris en a, s'applique au point h. Mais donc, en gros, une application est dérivable, on va dire est différenciable, c'est le nouveau mot qu'on va utiliser, si elle admet un développement limité d'ordre 1.
Et en gros, ce développement limité d'ordre 1 va vous faire apparaître une application linéaire. Alors, le reste, c'est une définition. Donc, la seule preuve qu'il y a à avoir, c'est la notion d'unicité, parce que le reste, c'est une définition. Si une fonction vérifie une telle relation, alors elle est différenciable. Il n'y a pas de preuve. Mais la preuve de l'unicité, donc si j'ai une fonction qui vérifie à la fois la même chose avec un U de H et à la même fois la même chose avec un V de H, bah, si j'écris l'écart des deux en un vecteur t fois x, parce que l'application est linéaire, parce que les applications sont linéaires, je peux écrire ça comme du t fois v moins u de x. Et je sais, parce que ça vérifie un petit taux, que je peux l'écrire comme ça. Et du coup, si je redivise par t, en fait, ça me dit bien. En fait, j'utilise la multiplication par t pour se faire une pseudo-homogénéité, en fait. Ce qui me permet de me débarrasser ici du t qui sort. Et je garde un t là-dedans. Et donc, je peux faire tendre t vers 0. Et puisque mon application, la epsilon, tend bien vers 0, bah, je sais que ça va être l'application nulle sans que j'ai fait tendre mon vecteur ici vers 0. On a déjà fait cette feinte-là dans une preuve d'un exo de CCINP quand on avait dû regarder la continuité des applications linéaires en disant que la continuité des applications linéaires sur tout l'espace vectoriel, c'était la continuité en 0. C'est un exo que je vous avais donné en colle, celui-là. Et le jeu, c'était de multiplier par epsilon un vecteur de norme 1 et de sortir le epsilon comme ça. C'est la même astuce que j'ai fait ici, entre guillemets, sauf que je l'ai appelé t. Le réel que je fais tendre vers 0, mais qui disparaît des calculs. Mais donc, il y a bien unicité de cette application linéaire. Alors, on n'a pas vraiment de méthode pour la calculer facilement. Autant vos dérivées partielles. Alors, si, on va voir qu'après, on peut expliquer la différentielle par rapport aux dérivées partielles. Mais on n'a pas de bonne méthode d'exprimer la différentielle comme ça de façon générale. Il y a quelques exos, à partir de, encore une fois, Central Minpon, on va vous demander de calculer des différentiels, on va en faire, où il n'y a pas. Il faut écrire un DL à l'ordre 1. C'est-à-dire que là, il n'y a plus le choix, c'est faire du DL à la main. Mais sinon, bah, on passe par les dérivées partielles, on va voir qu'il y a des choses qui vont marcher. Donc ça, c'est juste du vocabulaire. On appelle la différentielle de f en a, c'est l'application linéaire tangente. Oui, vous aviez un vecteur tangent dans R2, en gros, j'exagère. Alors, si je reprends mes surfaces, je remonte sur mes dessins, et je vais remettre un dessin là, hop. Dans ce graphe-là, si je me place en un point, par exemple, qui est le point ici, point qui serait là au bord, est-ce que vous êtes d'accord que je ne peux plus parler en ce point de tangente, parce qu'en gros, je peux aller dans toutes les directions, je peux partir par là, je peux partir par là, je peux partir par là, je peux partir par là. Par contre, je vous assure que très 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 localement, il va exister ce qu'on appelle un plan tangent. En fait, ce plan tangent, la direction de ce plan tangent, c'est ce qui est généré par l'application linéaire qui est prise en ce point. C'est-à-dire que l'application linéaire, elle vous prend par exemple le vecteur 1, 0 qui va par là. Elle va dire oui, mais le vecteur 1, 0, quand je le prends comme ça en entrée, ça me crée enfin, non, c'est plutôt... Je peux pas faire mon trait rouge ici. En fait, l'application linéaire U, c'est celle qui va faire le lien entre... Bah là, j'ai dans R2, donc j'ai mes deux directions qui sont comme ça. C'est l'application qui va dire, bah, quand ici je prends cette direction-là, la direction par exemple selon E1, le premier vecteur de base, bah, la direction de mon plan, ça fait un vecteur ici, j'exagère, non, je ne veux pas l'appeler f de E1, mais je vais l'appeler U1. Et quand je vais prendre une autre direction ici, quand je prends la direction selon le vecteur E2 ici, bah, dans ce sens-là, ma droite, entre guillemets, elle va par là et ça me fait un vecteur U2. Et dès que j'ai deux vecteurs, je peux générer un plan. Vous êtes d'accord? Donc le plan tangent, il est généré par ces deux directions-là. Et c'est quoi l'application linéaire DFA? Bah, c'est l'application linéaire qui a E1 associe U1 et qui a E2 associe U2. C'est ça l'application DF si là je suis au point A.
C'est ça en fait que fait, c'est l'application linéaire qui vous dit, ah bah c'est ça comme ça qu'il faut transformer mes vecteurs pour obtenir mon plan tangent. Oui, C'est exactement pendant la main. là où elle va être différenciable, là où je peux créer la différentielle. Mais oui, oui, de toute fonction, en gros, j'exagère, on n'a pas encore le mot de voyelle, mais qui va être de classe C1, c'est vrai en tout point de la nappe, ça. Et c'est ça que fait la fonction. Bah du coup, justement, faisons un exercice. On va faire du calcul de différentiel avec des fonctions. Alors c'est des fonctions polynomiales, mais il faut qu'on fasse du calcul de différentiel. Donc on va se placer dans Mn de R et on va juste appliquer la fonction carré. Donc soit h appartenant à Mn de R, montrer que pour tout m, f est différenciable et dérivable en m selon h, selon le vecteur h, et calculer df hm. Donc ça, c'est nos dérivés vectoriels qu'on a définis avant. Dans tous les cas, c'est la même chose, c'est la même stratégie. Le but, c'est de faire un calcul de développement limité. En fait, on va faire les deux en même temps. Non, je vais rajouter un... Non, bah non. Je vais faire bien les choses. Pour avoir... Alors, Tiens, je vais faire bien les choses. Oui et non. Je vous réécris juste un truc et je le fais pas pareil. Si je veux regarder la question 1, je dois regarder la notion de dérivable selon un vecteur. Donc mon but, c'est de calculer f de m plus th moins f de m sur t. Vous êtes d'accord? C'est ça mon but. Sauf qu'en fait, vraiment, c'est lourd, je l'ai fait là-haut, de maintenir tout le long le quotient. Du coup, plutôt que de maintenir le quotient, moi, je vais me concentrer sur développer ça et essayer de faire apparaître les quantités f de m et la quantité en t pour après trouver la limite qui apparaît. Et c'est d'ailleurs la meilleure stratégie à faire. Donc je vais faire f de m plus th, je vais le calculer, je vais voir ce que ça fait. Bon, c'est pas très compliqué. Ça fait m plus th au carré. Alors attention, j'ai absolument pas dit que m et h commutaient. Donc ça, la seule chose que je peux écrire, c'est que c'est m plus th facteur de m plus th. Si je développe ça, ça va me faire du m carré. J'arrête avec mes plus. Plus t h m plus tmh plus t carré h carré. Alors, je vous rappelle que la loi plus est distributive sur la loi fois, donc je m'en fiche un peu, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça en premier, ça en second. Donc ça, c'est mes deux premiers termes. Et qu'ensuite, j'ai fait ça et ça. C'est mes deux termes suivants. Du coup, je peux réécrire les choses. M carré, ça c'est f de m. Derrière, je peux écrire fois un t facteur de hm plus mh. Et derrière, j'ai un t carré h carré. Du coup, si je reviens à ce que je veux, c'est-à-dire si je reviens à la quantité f de m plus th, pardon, moins f de m sur t, c'est juste faire le calcul qui est précédemment. Si je reprends mon calcul d'avant, ceci, ça va me faire du hm plus mh plus t fois h carré. Et maintenant, je dois faire tendre t vers 0. Bon, ça va tendre vers hm plus mh. Ce qui implique que pour tout m appartenant à Mn de R, f est dérivable, et pour tout h aussi,
f est dérivable en m selon le vecteur h, et la dérivée de f pour la dérivée en h pris au point m, c'est hm plus mh. Est-ce que ça va pour ce calcul de dérivée selon un vecteur? Alors c'est juste la logique de je prends une variable t, je la fais tendre vers 0 et j'obtiens mon taux d'accroissement. Oui, Guy. Pourquoi ici la signification derrière par rapport à H? Parce que par rapport à quoi d'autre pourrait être derrière en fait? Il n'y a que des matrices, il n'y a que des H. Oui, mais j'ai obtenu par rapport à n'importe quel vecteur h. C'est-à-dire que si je voudrais des dérivées partielles maintenant, faudrait que je dérive ça faudrait que je remplace h par les matrices EIJ qui sont tous mes vecteurs de base. Tu vois? Et je ferai le calcul de ce que veut dire la matrice EIJ fois m plus m fois EIJ. Et on verrait que ça influerait à mon avis sur deux coefficients. Alors, ça c'est ce que je vous fais depuis le début du cours de 2 heures là. Là, on va faire le premier calcul pour montrer que f est différenciable sur Mn de R. Donc là, maintenant, il faut que je fasse apparaître la différentielle. Je vais être clair, qu'est-ce qui change comme calcul? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai présenté les calculs comme ça, et non pas comme un taux d'accroissement. Je ne pourrai jamais présenter les calculs comme un taux d'accroissement. Quand je fais une différentielle, parce que je ne peux pas diviser par des vecteurs. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce que j'ai fait là? La seule chose qui va changer, si je veux faire regardez ma différentielle. Ma définition de ma différentielle, c'est si j'admets un dl à l'ordre 1. Il y a une seule chose il y a deux choses qui vont changer et qu'il va falloir expliquer. Axel? Il faut dire que ça serait enfin une sorte de reprendre les équations qu'on a là, f de m plus t là, et faire une identification, essayer de dire que u de h par exemple, ça serait. C'est quoi u de h? Moi j'aurais dit c'est t carré h carré. Enfin, h carré. Ah, attends. Alors, si ton u de h c'est h carré, ça t'a l'air très linéaire ça comme application? Bah non. Non, justement. Alors c'est un peu l'idée, mais il manque les deux idées techniques. On a gagné, alors je vais l'écrire en dessous, on a gagné pour la question 2, si on sait écrire que f de m... Alors c'est la première idée. La première chose c'est que je dois faire un dl quel que soit m et quel que soit h. Du coup en fait j'ai plus de variable t. Donc en fait la première idée c'est que je vais poser dans mon calcul précédent, ça revient juste ça à poser t est égal à 1. J'ai pas besoin de variable t. Mon but c'est de faire ce calcul là, de l'écrire comme f de m, plus comme l'a dit Axel, un u de h, plus derrière un terme négligeable en h. Du coup, je reprends. C'est ça ce que je vais faire. Et j'insiste sur quelque chose. Je vous l'avais dit, mais c'est important. Le u de h va dépendre de m. Quand j'ai fixé ma matrice, je change l'application linéaire. Du coup, je reprends mes calculs. Le calcul a été fait au-dessus, donc je le reprends directement. Nous, ce qu'on a écrit, c'est ça. F de m plus h, si je reprends ce qu'il y a au-dessus, ça c'est un h. Ça fait m carré plus hm plus mh plus h carré. Ce que je peux réécrire comme f de m plus hm plus mh. Oh, j'écris comme un cochon. C'est quoi u de h? Et ça va être quoi le petit taux? Ayez? Ce serait HM plus MH. Ouais. Ça, ce serait notre fameux... Alors, je vais plutôt l'écrire avec les bonnes notations. Ça, ce serait dfm pris en h. Et ça, et c'est tout le but. C'est la seule chose... En fait, c'est la chose qu'on va vous demander, c'est repérer l'application linéaire. En général, vraiment, tout le monde est capable de le faire. Ce qui va faire la différence et ce sur quoi il faut faire des points, c'est que maintenant, il n'y a plus le choix. Il faut montrer
que ceci est un petit o de h. On va le faire, hein, c'est pas très très dur. Mais il faut le montrer que c'est un petit o de h. Du coup, on a gagné pourquoi? On va le dire comme ça. Posons dfm de h qui est hm plus mh. Je fais une remarque, mais c'est juste qui est bien. Elle est bien linéaire en h, cette application. Si vous faites ça en h1 plus alpha h2, ça va bien être linéaire en h1 et en h2. Et d'ailleurs, si le DL est vrai, je vous rappelle que l'application linéaire est unique. Donc on a posons ceci. Montrons que h carré est un petit o de h. Oui, pas sur h. Si tu peux pas diviser par un vecteur, mais l'idée est là. Mais il n'y a pas de, un vecteur n'a pas d'inverse. C'est quoi l'inverse du vecteur 1, 2, 3? Ça n'a pas de sens. Ouais, mais des matrices ne sont pas toutes inversibles. Donc tu peux pas parler d'inverse. Ça reste pas... Non. Mais l'idée là, l'idée c'est complètement ça. On ne peut pas diviser par des vecteurs. D'ailleurs, je reviens sur mon cours. Je ne vous ai pas donné de définition avec des petits o, avec des vecteurs. On ne peut pas diviser par des vecteurs. On peut diviser par des réels. On ne va pas diviser h par h, enfin, ou h carré par h. On va diviser h carré par la norme de h. Et c'est comme ça qu'il faut vérifier que des choses sont des petits o. Il faut vérifier que la fonction divisée par... comme la définition d'un petit o dans les réels, en fait. C'est juste que là, il faut penser à rajouter le mot norme. Donc, pour ça, je vais dire que h carré divisé par quelle que soit la norme, je m'en fiche. Alors, il faut que ça tende vers 0. Alors, comment je vais faire pour dire que ça divisé par h, ça tend vers 0? Moi, je ne vais pas le faire comme ça. Je l'écrirai autrement, en fait. Axel? Si on prend toutes les normes sont équivalentes, si on prend la norme classique, la norme valeur absolue. La norme valeur absolue. Ah non, sup. Enfin, max des coefficients. Oui. Ok. On pourrait pas simplifier, dire que h carré, je prends h carré sur h égale à h. Ah non. Non, non, non. Oui. Ça c'est h sur nombre de h, et h sur nombre de h, ça va donner matrice de nombre de i. Et quand h va tendre vers 0, bah, sa norme va également tendre vers 0. Oui, oui, oui. Alors, mais justement, tendre vers 0, on va le faire en norme. Alors, je vais plutôt l'écrire comme ça, justement. Moi, c'est juste pour vous montrer comment je l'écris, mais je suis d'accord avec toi. Ça fait norme de h fois h, et je vais plutôt l'écrire comme ça. C'est toujours notre idée de ramener des vecteurs de norme 1, mais plutôt que de l'écrire comme ça, moi, je vais l'écrire comme ça. Je vais l'écrire comme norme de h sur norme de h fois h sur norme de h, multiplier le tout par la norme de h. En l'écrivant comme ça, ici, j'ai deux vecteurs de norme 1 que je multiplie par un réel qui, lui, tend vers 0. Et ceci tend, quand h tend vers 0, clairement vers 0. Alors, je vais changer un truc, parce que je trouve que ma notation n'est pas correcte.
Je vais pas l'écrire directement DFM, excusez-moi ici, je vais l'appeler comme on l'a noté avant. Je vais la noter UM de H. Et maintenant que j'ai montré que j'ai trouvé une application linéaire et que j'ai trouvé un petit taux, c'est pas posons. Là, j'ai bien posé. C'est donc la différentielle, c'est forcément UM de H. J'ai pas posé la différentielle, j'ai posé l'application linéaire. Il faut la trouver vous-même. Et si vous avez prouvé que le terme derrière, c'est un petit taux, alors c'est la différentielle. Alors, UM, c'est DFM. On peut trouver plein d'exemples, c'est juste du calculatoire de DL comme ça pour trouver une différentielle. Si on vous demande, et encore une fois, si un peu la topologie, c'est dans les espaces de matrice, si on vous demande une différentielle qui ne passe pas par les dérivées partielles et qui passe par ce genre de DL, c'est dans les matrices. C'est parce que vous pouvez faire du calcul, vous pouvez développer des calculs, vous devez savoir faire des choses. C'est toujours comme ça que ça marche. Alors voilà pour cet exercice. Bon bah puisqu'on a donné la différenciabilité par rapport à un DL d'ordre 1, on réobtient bien notre propriété qu'on voulait et qui nous manquait juste par les dérivées vectorielles, qui est que une fonction qui est différenciable, elle, est forcément continue en un point. Alors, c'est pas un truc qui va nous aider trop, ça. Enfin, on s'en servira peut-être un petit peu, mais pas énormément. Alors déjà, on avait vu, c'était notre exo et notre contre-exemple, qu'une fonction pouvait admettre des dérivées selon tout vecteur, mais ne pas être continue. Et donc, si elle n'est pas continue, avec la propriété qui est en haut là, elle ne peut pas être différenciable. Par contre, l'inverse, c'est pour ça. La bonne notion de dérivabilité pour les fonctions de plusieurs variables, c'est la différenciabilité. Si une fonction est différenciable, alors, je dis bien alors, c'est dans le bon sens, alors elle admet une dérivée selon tout vecteur. Et pour calculer la dérivée de f selon le vecteur v en a, j'applique juste ma différentielle en a pris au point v. C'est juste ça. C'est comme ça que je calcule la dérivée sur tout vecteur. Et deuxième chose, si une fonction est différenciable en un point et que j'ai des bases, notamment que j'ai une base au départ, en fait, et que j'appelle les dérivées partielles par rapport à chacune des coordonnées, calculer la différentielle au point en h, c'est faire la somme des hi des fi en a. C'est-à-dire que c'est la somme des coordonnées selon tous les dérivés partiels. Voilà, ça c'est juste, c'est de la logique. Alors vous l'aviez l'année dernière. Dans le cas particulier, on en reparlera après. Mais ce que vous avez appelé la différentielle, enfin ce calcul-là, tiens, je ne l'ai pas fait, mais là maintenant il faut que j'en parle. Quand vous prenez des fonctions de R2 dans R, vous avez dérivé des fonctions l'année dernière et vous avez créé un objet particulier quand vous avez dérivé des fonctions de R2 dans R l'année dernière. Axel? Pardon? Le gradient? Oui, voilà, le gradient. Vous avez appelé nabla de f en xy, c'était le vecteur colonne df sur dx, et là vous mettiez df sur dy à chaque fois pris en xy. Ok. Bah, en fait, votre définition du gradient, ou enfin la façon dont vous calculez, dans la façon dont c'est lié au calcul de dérivée, c'est que si je veux faire, moi, pour une fonction de R2 dans R, ma différentielle en un point A associée à H, en fait, je vais aller calculer nabla de f au point A étant un point de R2, ça veut dire ça, et je vais en faire le produit scalaire avec un vecteur H qui serait un vecteur H1, H2 à deux coordonnées. Donc en fait, c'est faire le produit scalaire du vecteur, et c'est d'ailleurs aussi ce qui justifie la notation point. Ce qui revient en fait à faire, enfin ce calcul-là, je dis un produit scalaire, mais ça revient à faire entre guillemets le vecteur nabla de f transposé
multiplié par le vecteur colonne H1, H2. Enfin, ça revient à faire le transposé ou le calcul avec la ligne. C'est la même chose. Donc on peut calculer quand on a des dérivées partielles. Si la fonction est différenciable, attention au sens des choses, si la fonction est différenciable, alors on peut calculer la différentielle à partir des dérivées partielles. Mais c'est pas parce qu'elle admet des dérivées partielles qu'elle est forcément différenciable. Alors. Alors, on doit créer un objet qui va être super intéressant pour nous et c'est ça qui va nous ramener à faire de l'algèbre après. C'est que on va créer. Donc, si on prend une fonction, je résume, qui va de RP dans RQ, qui est différenciable en un vecteur de RP, ce qu'on va appeler la matrice partant des deux bases canoniques, partant de la base canonique de départ, arrivant à la base canonique d'arrivée de l'application linéaire qui est là, la matrice partant des bases canoniques de l'application différentielle, c'est ce qu'on va appeler la matrice jacobienne de f en A. C'est une notation, c'est JFA. C'est la matrice qu'on remplit. Alors attention, elle a Q ligne et P colonne. Oui, c'est ça. J'allais te faire. Il faut que je vous fasse un exemple, mais j'allais dire, je suis en train de bugger, mais non. Prenons la fonction de xy qui est égale à exponentielle x sinus y, y carré et x cube arctangente y parce que je vous veux du mal. C'est quoi cette idée? C'est quoi ce truc-là? Alors, là, on généralise ce que vous avez vu l'année dernière. En gros, je peux voir maintenant cette fonction f de xy comme ici, j'ai une fonction f1, ici, j'ai une fonction f2, et ici, j'ai une fonction f3. Vous êtes d'accord? Donc, il y a 3 coordonnées à l'arrivée. On part d'un truc à 2 coordonnées, on arrive à 3 coordonnées. Ben, ce que je vais appeler la matrice jacobienne de f au point xy, c'est la matrice qui va avoir 3 colonnes et 2 lignes, où ici je vais mettre df1 sur dx, df1 sur dy, df2 sur dx, df2 sur dy, df3 sur dx et df3. J'ai dit sur dx et j'ai écrit sur dy. Donc je peux le faire hein. Pour cette matrice-ci, pour cette fonction-ci par exemple, ça va me faire du exponentiel x sinus y. Ici, ça va me faire df2 par rapport à dx, ça fait 0. Ici, ça me fait du 3x carré arc tangente y. Ici, ça me fait du exponentiel x cos y, du 2y, et ici du x cube sur 1 plus y carré. Donc c'est ça qu'on va appeler la matrice jacobienne. Est-ce que vous comprenez bien comment on la remplit? C'est quelque chose d'important. En gros, tous les calculs qu'on va vous demander, c'est de remplir des matrices jacobiennes. Enfin, non, pas forcément. En plus, je fais du zèle sur la matrice jacobienne. Non, ça va plus être la matrice hessienne derrière qu'on va faire. Mais bon, si on n'a pas compris la matrice jacobienne, on ne comprendra pas la matrice hessienne. Donc, il faut savoir remplir cette matrice. C'est la matrice de l'application linéaire, en fait. Ça va être ça. Connaître votre application linéaire, c'est connaître cette matrice. Du moment que vous connaissez cette matrice, on va pouvoir travailler sur l'application linéaire associée. Oui, Axel. Là, ça marche dans R, de RP dans RQ. Oui, bah justement, je veux dériver par rapport à la variable réelle. Parce que tu sais dériver beaucoup de choses dans C à part peut-être l'exponentielle, mais non. Donc, oui, mais on peut pas. Enfin, tu vas vite être limité par le nombre de fonctions de référence dont tu disposes dans C. En fait. Ok.
Donc allons-y maintenant qu'on a cette matrice jacobienne. Alors, c'est ça qui va faire le boulot pour nous expliquer comment vont marcher les choses. Alors, maintenant qu'on a défini ce que c'est que la différentielle et dit que c'était la bonne notion de dérivée, on va dire maintenant qu'une fonction est différenciable sur tout un ouvert. Bah ça, c'est la même définition que dans R, c'est pas plus compliqué. Si et seulement si elle est différenciable pour tout A dans l'ouvert. Donc c'est juste, elle est différenciable en tout point. Et dans ce cas-là, ce qu'on appelle la différentielle de f, c'est l'application qui à A donne DFA. Autrement dit, si c'est, puisque ça c'est la matrice de DFA, ce serait entre guillemets l'application qui a XY associe la matrice qui est là. On peut le voir comme ça aussi. Et du coup, on a une caractérisation des fonctions de classe C1. Alors attention, elle est admise, elle n'est pas au programme, mais il faut la comprendre. Je vous ai dit, une fonction est différenciable, elle admet des dérivées selon tout vecteur, la réciproque n'est pas vraie. En fait, une fonction va être de classe C1, entre guillemets, sur un ensemble, et elle va être donc du coup différenciable sur cet ensemble, si elle admet des dérivées partielles, donc sur tous les vecteurs de base, dans une base donnée, et que toutes ces dérivées partielles sont continues. Et c'est encore une fois la même notion qui nous manquait dans R. Une fonction peut être dérivable dans R sans que sa dérivée soit continue et elle n'est pas de classe C1. En fait, c'est comme ça qu'on a créé un peu les fonctions de classe 1, qu'on a vu qu'on avait besoin de ça. Quand on fait des fonctions de plusieurs variables, la notion de différentiel, c'est la notion qui revient à être de classe C1, en fait, entre guillemets. Et la notion de dérivabilité selon un vecteur, c'est un peu la même notion que la dérivabilité classique, qui n'entraîne pas forcément être de classe C1. Donc en fait, on pourra dire qu'une fonction est différenciable en calculant sa matrice jacobienne et en disant chacune des fonctions qui sont là-dedans sont des fonctions de classe C1, enfin sont des fonctions continues, pardon, donc ma fonction de base est bien de classe C1. Voilà, c'est une chose. Alors, ensuite, on va avoir des petites règles de calcul sur les différenciables et sur les fonctions polynômes. Hop. Oups. Donc il manque le titre, mais toute fonction polynomiale, on avait dit que toute fonction polynomiale était continue, en fait toute fonction polynomiale est de classe C1. On ira même plus loin dans le chapitre très très vite. Toute fonction polynomiale est de classe C infini. Enfin, on peut dériver infiniment une fonction qui est polynomiale en ses coordonnées. Du coup, on a des petites propriétés de la différentielle. Ça marche. Si f est une fonction constante sur oméga, alors bon, déjà, f est de classe C1. Si elle est constante, bah, c'est un polynôme, donc ça marche. Et surtout, sa différentielle, c'est l'application nulle. Bah oui. Si f de a plus h, c'est égal, quel que soit h, à f de a, attention, puissante magie, je peux dire que c'est f de a plus l'application nulle pris en h, enfin l'application qui a a associe le vecteur nul, pris en h plus un petit o de h vu que ça fait 0. Le petit o de h faisant exactement 0. Donc c'est évident, mais si une fonction est constante, sa différentielle c'est l'application nulle. Si une application est linéaire, bah sa différentielle c'est elle-même. Bah oui, parce que si je fais f de x plus h et que f est linéaire, ça s'écrit f de x plus f de h. Donc c'est ça, la partie de la différentielle, quand j'écris mon DL. Et mon petit o, c'est encore une fois exactement égal à 0. Donc la différentielle, c'est ça. Si une fonction va de i dans r, si on revient maintenant que j'ai la notion de différenciabilité que j'essaye de retourner dans les réels, bah une fonction est différenciable ou de classe C1 sur i, ça veut dire f est dérivable, et ce que vous appeliez le calcul de dfa pris en h,
bah, ça fait juste le réel f' de A multiplié par le réel h, en fait. Ça fait l'écart sur lequel vous êtes sur votre tangente, entre guillemets. Et si maintenant on a une fonction qui part de n'importe quel espace et qui arrive dans R, on va écrire que la différentielle de A pris en H, je peux le voir comme un produit scalaire entre un vecteur que je vais appeler le gradient, c'est la généralisation de votre gradient à vous, et le gradient, c'est la somme des dérivées partielles de vos vecteurs pris en A selon chacun des vecteurs. Donc je vous généralise une notion que vous aviez vue dans R2. Le gradient de f en un point, maintenant si j'ai trois variables x, y, z, bah, c'est le vecteur colonne df sur dx, df sur dy, et derrière on va aller mettre du df sur dz. Et s'il y a n variables, on va faire du df sur dx1 jusqu'à df de dxn. Donc le vecteur gradient que vous avez vu à deux variables l'année dernière, on le généralise à n variables maintenant. Alors, exactement comme ce qu'on a fait dans le chapitre précédent, j'ai besoin d'avoir des règles d'opération sur mes fonctions différenciables. Sinon, je ne pourrais pas vous dire qu'une fonction est de classe C1. Donc, les opérations, c'est que j'ai le droit de composer des fonctions de classe C1. Si f est de classe C1 sur f et que l'autre est de classe sur 1 sur g, et que f de f est inclus dans le oméga prime qui définit la deuxième fonction, alors la composée des deux est de classe C1. Et on a ce qu'on appelle la règle de la chaîne pour le calcul de la différentielle. La différentielle de la composée, c'est la composée des différentiels. Dériver g rond f en A, c'est différencier f en A, puis et après différencier g en f de A. On va voir que ça a du sens pour faire des calculs, on ne les fera pas tout de suite. Ce qu'on va appeler des calculs d'équations aux dérivées partielles. Vous en avez peut-être fait en physique de ça. C'est là où vous avez le plus de variables différentes et que vous pouvez faire des dérivées partielles. Il est possible que vous avez eu des EDP et faire des calculs de dp. Vous avez déjà fait en physique des calculs de dérivées partielles comme ça, en utilisant à tour de bras, dès que vous avez fait l'électromag en fait. Du df sur dt ou df sur d, je sais pas quoi. Non mais voilà. Cette règle-là, c'est la règle qui vous sert le plus en physique, en gros. Si f et g sont C1, toute la combinaison linéaire de deux fonctions de classe C1 et C1 et leur différentiel, c'est la combinaison linéaire des différentiels. Si M est une application multilinéaire et que chacune des fonctions est C1 sur l'application multilinéaire, le calcul de la différentielle, c'est la somme des calculs où je différencie une seule fois une coordonnée. C'est la généralisation de ce qu'on a expliqué dans le chapitre. Je ne sais pas si on va s'en servir de celle-là. Celle-là, elle est beaucoup plus théorique. J'ai pas d'exemple simple. J'ai plein d'exemples de calcul de différentiel dans des espaces de matrice où il faut juste faire des DL à l'ordre 1, comme on l'a fait là-haut. Mais des calculs de forme multilinéaire pour la différentielle en appliquant cette formule-là, je suis pas sûr que je l'ai. La règle de la chaîne, on l'appliquera sur des EDP, ça y a pas de souci. Mais celle-là, elle n'est pas super utile. Alors, c'est important, parce que maintenant on sait prouver que des fonctions sont de classe C1. Et ce sera la même chose pour des fonctions de classe C2 après. Donc ce qu'on appelle vraiment la règle de la chaîne, c'est la version là-haut, mais pour les dérivées partielles en fait. Mais c'est la même version. On en parlera quand on fera des EDP. C'est pas ce que je vais faire tout de suite. Je préfère qu'on avance dans ce qui va vous être demandé, pas aujourd'hui, mais demain du coup, sur ce qui va vous être demandé vraiment sur ces exercices-là. C'est faire de l'optimisation et de la minimisation. Et en plus, ça vous servira pour votre TIPE, vu que beaucoup vont me parler d'optimisation apparemment. Mais deuxième remarque qui est super importante, c'est que maintenant, comment on va montrer qu'une fonction est de classe C1 ? En gros, on va parler de fonctions. Les seules fonctions qu'on a de plusieurs variables qui sont de classe C1, les seules, c'est les polynômes. Après, on a nos règles d'opération.
Donc, en gros, ça va être un mélange de parler de fonctions polynomiales, de composés de fonctions, mais attention, les composés de fonctions peuvent être des fonctions de R dans R pour justement utiliser d'autres fonctions. Et soit utiliser que ça admet des dérivés partiels et que les dérivés de partiels et que chacune des fonctions est de classe d'une seule variable est de classe C1. Du coup, ça admet forcément une dérivée partielle qui est la dérivée au sens de cette variable. Et si la dérivée est continue, on a vu que du coup la fonction était différenciable. Donc ça va être soit de passer par le premier point, soit le deuxième. On a vraiment deux axes différents. Donc typiquement, et j'arrêterai là-dessus, mais pour vous donner un exemple, imaginons, je vous donne ceci. Ouais. Enfin, je voulais faire un truc symétrique, mais voilà. Montrez-moi que cette fonction est de classe C1. Enfin, vous voulez montrer qu'elle est différenciable. Bah, ce qu'on va dire, c'est que l'application qui aux trois variables x, y, z associe x carré plus y carré plus z carré, elle est C1 sur R3 car polynomiale. Et qu'ensuite, on va dire que l'application qui a, alors je vais changer de lettre, qui a a associé exponentielle de a et continue sur R. Et du coup, la composée des deux est continue sur R. Enfin, donc la composée, j'ai mis C0, je voulais C1, pardon, et C1 sur R, et donc la composée et C1 sur R3. Voilà le genre de choses qu'il faut dire pour dire qu'une fonction qui va être de plusieurs variables va être de classe C1. Ce qu'on aurait pu dire aussi, c'était dire que pour chacune des variables, la fonction qui est là, enfin, il faut regarder les trois fonctions, mais il aurait fallu dire aussi, c'est l'autre méthode, que cette fonction qui est là est de classe C1, donc elle admet une dérivée partielle continue, ça sur chacune des variables, donc la fonction est différenciable. Bon, c'est l'autre plan, moi je suis plutôt du premier plan, mais voilà, on verra selon les exercices. Mon cours très théorique, mais j'ai pas trop le choix. Faut que je vous crée les fonctions de plusieurs variables avant qu'on puisse faire des trucs avec.